Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Wisse-Togbe-Guédou. Il est président du parti Grande Solidarité Républicaine, un parti qui est membre du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Avec lui ce matin, il sera question, bien entendu, de la présidentielle 2021. Antoine Wisse-Togbe-Guédou va nous décrire les tractations qui ont eu lieu au sein donc du Front ou encore au sein donc, de l'opposition élargie au parti Les Démocrates. Antoine Wisse-Togbe-Guédou, bonjour. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de remercier tous les auditeurs qui nous suivent actuellement, aussi bien au plan national qu'au plan international. Permettez-moi de vous saluer pour tous les efforts que vous faites ici et par la même occasion saluer votre hiérarchie. Mais permettez-moi aussi de préciser aux auditeurs qu'on m'appelle Antoine Guédou Wisse-Togbe, pas Wisse-Togbe-Guédou. D'accord, merci. Antoine Guédou Wisse-Togbe, c'est un nom composé, Guédou Wisse-Togbe. D'accord. Je vous remercie. Comme d'habitude, je suis avec Arnaud Doumahou du site d'information Le Portail qui va m'aider donc à conduire cet entretien. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Arnaud. Merci d'être de notre ce matin. Merci, c'est à moi de vous remercier. Vous êtes désormais un habitué de ce plateau. Oh, c'est la deuxième fois seulement. Hein? Alors, nous allons donc, avec vous, comprendre davantage ce qui s'est passé au niveau du front pour qu'on en soit arrivé pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain à désigner deux candidatures, à avoir deux candidatures, puisque nous avons connu quelque part, je dirais, le départ, puisque au niveau des démocrates, nous avons eu finalement Ricard Madougou, et à votre niveau, au niveau du front, vous avez finalement désigné le professeur Joël Aïvo. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? En fait, après cette désignation, ceux que ça arrange ont commencé par jaser avec leur vuvuzela. Ils sont divisés. Nous n'avons jamais été divisés. Souvenez-vous que avant même la désignation des duos, aucun opposant n'était d'accord pour aller aux élections avec la nouvelle constitution, avec le système de parrainage. Aucun, alors. Tout le monde a dit, cette constitution a été rapportée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il n'est pas question d'aller aux élections sur la base de cette constitution. On y va avec la constitution du 11 décembre 90. Il y a même d'autres groupes d'opposition qui ont dit pas d'élection sans le respect des normes, pas d'élection sans la restauration de la démocratie. Ils ont même dit, cette catégorie d'opposants-là, élection avec M. Talon, tout ce que nous lui avons connu jusqu'ici, ça ne présage pas d'une issue correcte. Il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Il organise la rébellion face aux décisions de justice internationale. On ne va pas dire que... Non, c'est une rébellion. Non, on dit simplement, lorsque... juge utile de attendez, respecter ou de ne pas respecter. Lorsque vous ne respectez pas une décision de justice, on dit que vous rébellez. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas possible. C'est condamnable. Ensuite, lui-même, ses propres lois qu'il a promulguées, il ne les respecte pas. La charte des partis politiques et d'autres lois, comme la loi sur la lépie. Donc, fort de tout ça là, les gens ont dit non, on ne peut pas aller. Nous sommes partis politiques, nous avons estimé que nous avons vocation à aller aux élections. Nous irons aux élections, mais nous aurons des exigences. C'est que les élections soient faites sur la base de la Constitution du 11 décembre 90, parce qu'on est supposé ne plus connaître la nouvelle Constitution qui est rapportée. C'est désormais un droit pour le peuple de ne plus tenir compte de cette Constitution-là. Mais vous savez, lorsque les choses évoluent et que vous aspirez à la paix, il faut accepter les compromis. Au nom de la politique,
pas au nom du droit. Vous savez? Et qu'est-ce qui est arrivé? Quel a été le fait nouveau? Parce que sur la base de notre décision d'aller aux élections, nous avons fait un front pour aller aux élections autour d'un candidat. C'est ce qu'il y a dans les documents du front. C'est là où je voudrais vous dire pourquoi c'est stratégique pour nous. Mais face à cette évolution, et quelle évolution? Le président de la République, au cours de sa tournée, a dit publiquement qu'il s'investirait à trouver le parrainage à tous les candidats sérieux. Et il a cité nommément PRD, démocrates et d'autres. Bon, nous avons pris acte. Le problème, désormais, est d'avoir un candidat sérieux. Si on a un candidat sérieux, on peut aller aux élections. Mais nous avons pris des précautions. Et le président Talon a été pris à son propre piège. Quelle est la précaution? Parce qu'en disant ça, il ne s'attendait pas à ce qu'on vienne chercher les parrainages. Il ne s'y attendait pas. Et nous, compte tenu de cette évolution, et au nom de la paix, contre toute attente, nous sommes partis chercher les parrainages. Mais avant d'y aller, nous avons dit, ces messieurs-là, ces artisans de la rupture, si vous leur envoyez un seul candidat, à coup de vous-vous-et-là, ils vont dire, mentir, qui n'est pas venu chercher le parrainage. Alors, il faut prendre deux candidats pour que les deux rendent simultanément compte au peuple. Et le peuple saura que ce n'est plus leur parole contre celle du seul candidat. Sur cette base-là, nous avons décidé de désigner deux candidats. Mais il est évident qu'au sein du Front, le plus gros parti, c'est les démocrates. On leur a concédé de choisir un candidat. Et tout le reste du Front pourrait choisir un autre candidat. Ils ont présenté Madame Rikia Madougou, avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, tout ce que le pouvoir a fait pour empêcher cette candidature. Je ne veux pas revenir sur ces choses-là, ils vous en ont parlé suffisamment. Mais au front, nous avons pris Joël Aïvo. Il faut dire qu'au front, il y a le DUD de Valentin Aditi Roulé, un parti régulièrement enregistré, et le GSR de Antoine Guédou Vissé-Togbe, un parti régulièrement enregistré. Plus des mouvements. Le mouvement encore de Nadin Kokore, la dynamique à Ivor et des personnalités. Si tous ces gens-là, écoutez, vous savez combien de fois Roulé a été ministre dans ce pays? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que un candidat parrainé par le GSR et la DUD n'est pas un candidat sérieux? Je ne parle même pas de la valeur intrinsèque du candidat lui-même. Peut-on dire aujourd'hui qu'Aïvo n'est pas sérieux? De l'autre côté, Madougou Rikia, 2 fois ministre de la République, et pas des moindres, la justice en plus. Conseillère de plusieurs chefs d'État dans la sous-région. Et sa lutte politique depuis ne touche pas ma constitution. Vous pouvez dire que cette candidature n'est pas sérieuse? Mais après, il semble que les démocrates ont leur envoyé le parrainage. Attendez. Je vous ai dit, il n'y a plus pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Autrement dit, c'est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Comment vous en êtes arrivé à ne pas obtenir le parrainage? Quelle est la démarche? Voilà, une fois que nous avons fait ça, les démocrates sont chargés de faire les formalités nécessaires et le front. Tous, on est partis pour aller chercher les parrainages. Je ne voudrais pas revenir sur le truc des démocrates. Vous avez écouté Mme Madougou, tout ce qu'elle a fait. Vous avez écouté Soui. Alors, quand ils ont commencé par dire,
Madame Madougou n'est pas venue chercher. Madame Madougou n'est pas venue chercher. Et que Soui a fait sa déclaration, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur stratégie habituelle. Il s'agit de faire disparaître cette preuve-là, en le faisant disparaître ou en le poussant à l'exil, pour l'empêcher de venir témoigner devant la Cour constitutionnelle. On lui a envoyé une ordre de militaires, de policiers, armés jusqu'aux dents. Ils ne l'ont pas trouvé, mais il n'est pas allé à l'exil. Mais comme ils ne l'ont pas trouvé, ils étaient sûrs qu'il est allé à l'exil. Et quand tout attend, le type se présente à l'audience pour regarder droit dans les yeux du président de la Cour constitutionnelle pour dire, moi, c'est Ricky que j'ai voulu parrainer. Il a dit autre chose. On était nombreux à le faire. Vraiment, s'il ne l'a pas, et n'a pas dit le contraire, quand il disait, j'étais dedans. Beaucoup d'autres députés ont dit, mais la Cour a fait la sourde. Mieux. Vous avez entendu Soui. Soui a dit, regardant droit dans les yeux, dans l'Adati, qui estimait qu'il a remis son parrainage pour qu'on lui remplisse, et de Issa, jamais je ne vous ai demandé de me remplir. Et je ne vous ai pas remis, on est venu me chercher à la maison. On est allé ensemble déposer. Et au retour, on a demandé la directrice de l'administration. Il n'y a pas plus de témoignages, plus clair. Oui, mais qu'est-ce que le GSR a fait par rapport à Yvon? Attendez, je vous parle de ça là d'abord. Parce que vous allez comprendre la suite. Je finis avec Mme Madougou. Mais le fait d'avoir dit ça devant le président de la Cour constitutionnelle, vous savez, le juge n'est lié que par ce qui est dit devant lui. Ce qui s'est passé avant, il peut considérer ça si les gens s'accordent dessus. Mais si ce qui est dit devant lui, c'est que Soui n'a jamais remis. Et de là, M. Issa est en position de défenderesse. C'est à lui d'apporter la preuve que c'est comme ça. Mais c'est plutôt à Soui qu'on demande des preuves complémentaires. Mieux, en obtenant et de Soui et de la partie adverse, je veux dire à l'Adati et M. Issa, que les parrainages ont été déposés au secrétariat, alors que la rencontre qu'on a eue avec la Sénat, le président de la Sénat, accompagné de sa vice-présidence, Boko Nadior, qui est une magistrate aussi, on nous a dit, lors des échanges avec les partis politiques, que le parrainage est personnel et secret. Le rapporteur de la Cour, par rapport au cas Soui, le rapporteur de la Cour a estimé que, au niveau de la haute juridiction, son rôle était simplement de vérifier est-ce que les noms sont inscrits tels qu'ils doivent être sur l'acte de parrainage, est-ce que l'acte de parrainage porte la signature de son auteur, et donc c'est ce que la Cour a fait. Ça veut dire que la Cour n'avait pas autre rôle. En tout cas, si on s'en tient au rapport du juge qui a présenté son rapport au niveau de... Non, je suppose. Mais écoutez... Soui a rempli, a signé ce document. Parce qu'on a dit de signer à blanc, c'est ce qui s'est fait. Et après avoir entendu tout ça là, la Cour est présumée rien que le fait que c'est centralisé. Est-ce que les partis n'avaient pas cette autonomie donc d'organiser le parrainage? Non. Ils n'ont qu'à donner des instructions. D'accord. Mais ils n'ont pas à prendre des documents à blanc et à faire remplir. On peut vérifier les écritures. C'est constant que les documents ont été pris à blanc. Et rien que ça, c'est une violation du secret de parrainage qui suffit pour que la Cour prenne une décision radicale. Est-ce que les parrainages devraient se retrouver à leur secrétariat? C'est la première question qu'il faut se poser. La Sénat a été claire. C'est un acte personnel et secret. Ça, le fait même d'avoir violé le secret du parrainage, c'est une présomption de préméditation, d'extorsion de consentement. Et donc un vice de forme. La loi ne dit pas forcément. Non, écoutez, la loi ne dit pas forcément que... C'est des règles juridiques ordinaires. C'est une interprétation de la Sénat. Et la Cour dit, à mon niveau, simplement, je tiens compte de l'acte qui a été déposé. Est-ce que ça porte la signature de son auteur? Est-ce que c'est bien rempli? Et c'est tout. Est-ce que la loi fait obligation? Est-ce que la loi dit spécifiquement... Est-ce que c'est bien rempli?
Mais il faut aller au-delà. Qui a rempli? Est-ce que c'est signé? Qui a rempli? Soui, dans le cas d'Express, a signé. Là, des parrainages. Signé, c'est signé à blanc. C'est constant. Mais ça là, c'est constant. Et on n'est pas dans le secret des dieux. Non, il a dit. Et tous ceux qui ont déposé ont dit. Il n'y a pas autre chose. Vous savez, il n'y a pas autre preuve. Les deux preuves parfaites, c'est la preuve écrite et la preuve testimoniale, c'est-à-dire la preuve par témoignage. Ici se trouve que le témoin même, c'est la victime. Donc, moi, je ne sais pas. Il ne faut pas chercher des cheveux là où on ne doit pas en trouver. Des poux là où on ne va pas en trouver. Contrairement au Kamadougou, au niveau du front, par exemple... Je vous ai parlé du Kamadougou. Et je vous ai dit, j'ajoute à ça, tous les faits nouveaux qu'il y a eu. Gbadamassi est allé jusqu'à dire, notre président au bloc républicain nous a demandé que personne ne donne le parrainage à Madougou. C'est une conférence publique. Et la Cour est tenue de tenir compte de cette évolution du dossier, de s'auto-saisir. Elle n'a pas fait la sourde oreille. Venons-en au cas Ivo. Donc, avec Madougou, nous avons eu droit au mensonge habituel et nous avons atteint pleinement notre objectif. La contradiction va être apportée par le cas de Joël Aïvo. Je vais vous dire la démarche. Quand on a désigné Joël Aïvo et Moïse Kérékou, le Front a chargé le GSR de solliciter leur parrainage auprès des deux partis. Parce qu'avant de les désigner, on leur a demandé, est-ce que vous vous êtes rapprochés des gens pour le... Ils ont dit, on s'est rapprochés. Mais ils nous ont donné leur accord de principe. Et nous ont dit de saisir les partis politiques. Donc c'est de là que le GSR a été désigné pour saisir les partis politiques. La lettre a été faite. La lettre de saisine de l'UP et du BR a été faite. Et ils ne peuvent pas ignorer qu'ils ont reçu cette lettre-là. Elle a été transmise par exploit d'huissier. Et ce n'est pas précaution. Avec ampliation au président de la République. Le président de la République qui a promis de trouver le parrainage. Je crois que... Non, c'est ce qu'on vous reproche. On dit que ce n'est pas une question d'huissier. C'est une question d'homme à homme. Mais écoutez, c'est quel homme à homme? Nous allons nous... Et lorsque je vous dis, que les candidats ont négocié avec des parrains qui ont donné leur accord de principe et qui ont posé comme condition la saisine des... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'est la démarche qui est imposée. Vous auriez pu aller voir les présidents des partis. Comment vous pouvez dire... Si on était... Monsieur Adorano, même si on était parti... Monsieur Adomang, je vais dire, je voyais le dossier impôt qui est un autre dossier de Cambolès. Vous savez, même si on était parti, ils allaient mentir. Mais nous, on a préféré laisser une preuve. C'est tout comme si on est parti. Mais quand la preuve écrite est une preuve parfaite. Ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est une question de négociation. Normalement, vous savez, lorsqu'on a parlé de parrainage, tout a été fait exprès. Lorsqu'on a parlé de parrainage, exprès, ils n'ont pas dit dans la loi les conditions de parrainage. Exprès, le président de la République a omis de prendre le décret d'application qui devrait clarifier les conditions. Tout ça là, c'est fait à dessein. Demandez au président de la République si à ce jour il n'a plus le décret d'application. Allez lire la loi pour voir si les conditions ont été prévues. Rien. Donc c'est eux-mêmes qui ont fait leurs conditions. Et ce qu'ils ont fait, nous avons satisfait à ça. Et la belle preuve, c'est le témoignage des candidats et c'est la preuve écrite des partis. Est-ce qu'ils ont répondu à vos courriers? Mais s'ils n'ont pas répondu pendant 8 jours, vous comprenez qu'ils ont refusé. Ce qui ne devrait pas être. Vous avez relancé? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Nous avons déposé un courrier. Tout courrier mérite une réponse. Toute correspondance mérite une réponse. Ils ne nous ont même pas dit non. Parce que ce serait trop flagrant. Ils ont simplement fait silence. Si on avait fait décharger la lettre à leur secrétariat, ils auraient effacé toutes les traces pour dire qu'ils n'ont pas trouvé. Nous tenons à avoir une preuve. Vous
collez des intentions aux gens. Quelle intention? Vous ne voyez pas? On estime quelque part que... Cette histoire-là, je fais un peu un retour en arrière. Que... C'est des gens qui n'aiment pas la transparence. Vous avez vu Ngoumbedji dans ce pays? Quand il a apporté une preuve, on l'a menacé d'arrestation. Pour dire le courrier, vous n'êtes pas destinataire. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Tout comme si on allait dire vol de documents administratifs. Il s'est rangé. On a même menacé son garçon, qui est à la Sénat. Il s'est rangé. Ça n'a pas commencé par nous. Et de votre côté, vous avez tout le temps dit que vous ne voulez pas du parrainage et que vous allez faire exploser le parrainage. Donc, au finish, vous tenez un discours. Qui a dit ça? Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Et vous pouvez aller vérifier dans les archives. Le samedi 24 octobre, j'étais sur Radio Cedon. J'ai été le premier à dire, cette histoire de parrainage-là, c'est une bourse de parrainage qu'on vient d'ouvrir. Une bourse où on n'aura que du chantage et de l'escroquerie de l'opposition pour financer la campagne de la rupture. J'ai été clair, vous pouvez aller chercher les audios. J'ai dit ça. Je l'ai répété au président de la Sénat lorsqu'il nous a appelés pour échanger. Le professeur Ivor a toujours montré qu'il n'était pas du tout disponible à obtenir des parrainages. Et puis du jour au lendemain, est-ce que vous n'avez pas manqué de stratégie? Écoutez, le professeur Joël Ivor n'a jamais dit qu'il ne veut pas du parrainage. Mais il a dit, il s'est interrogé. Il a dit qu'il ne comprend pas. Pourquoi en voulant faire une compétition avec Talon, Monsieur Talon, que c'est lui qui va l'autoriser à rentrer dans la compétition? Il a tout dénoncé le parrainage. Tout le monde sait que le procès... Mais tout le monde a dénoncé le parrainage et c'est... Je vous ai dit, tout le monde a dénoncé le parrainage. Je vous ai dit, je suis le premier à dénoncer ça. Mais je vous ai dit par ailleurs, On était jusqu'à la Sénat qui disait que même si on nous offrait le parrainage, qu'on n'en prendrait pas. Mais c'est parce qu'on voulait donner à Rouneté un parrainage conditionnel. Comme on l'a fait avec les FCBE. Mais si c'est dans ces conditions, ça ne me plaît pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais écoutez, vous ne savez pas. Mais lui sait, et nous qui sommes dans le front, nous savons. Comment ça s'est passé avec les FCBE selon vous? Comment? Vous savez, l'affaire des FCBE est partie avec le dialogue politique, le pseudo-dialogue politique d'octobre 2019. Et vous parlez de parrainage sous condition, c'est là qu'on ne comprend pas. C'est de ça que je vous parle. C'est là qu'on a institué le parrainage. Et on voulait associer un parti d'opposition pour se donner bonne conscience au vu de la communauté internationale. Pour dire tout le monde a accepté. C'était ça le vrai problème. Et on a donné le récépissé au FCBE dans la précipitation. C'est comme ça. Ils étaient des associés depuis. Donc, c'est ça que Rouneté n'a pas permis. Je dis, Éric Rouneté n'a pas permis. Au sein des démocrates, au sein du Front, Rekia Madougou n'a pas pu avoir les parrainages, Joël Ivor non plus, mais il y a quand même un duo au sein des démocrates et également au sein du Front, puisqu'ils sont membres du parti Les Démocrates. Je vais parler donc du duo Kohwe et Agossa, qui ont pu quand même avoir le parrainage. Je crois que vous abusez un peu du langage en disant que ceux-là sont des démocrates. Ils ont été régulièrement suspendus. Mais ils étaient membres au moment où ils négociaient les parrainages. Quel est leur statut au moment où ils recevaient les parrainages? Mais jusqu'au moment où ils recevaient, le vice-président Kohwe n'était pas encore suspendu. Non, je vais vous dire ceci. Même sur ce terrain, la loi promulguée par le chef de l'État lui-même, la charte des partis politiques, reconnaît qui comme représentant légal des démocrates? C'est Kohwe? C'est Agossa? Alors, quelle est cette histoire-là que vous êtes chez vous, on vous amène un titre d'imposition, et c'est au locataire, on demande de payer. Ça se fait comme ça? C'est le propriétaire qui paie. Le propriétaire connu est là, désigné par l'ensemble des démocrates est là. Pourquoi aller donner le titre à d'autres? Justement, quand il faisait sa déclaration pour dire je vais donner aux démocrates, c'est qu'il savait, il avait conscience qu'il aurait des démocrates fabriqués. Et
le préfabriqué n'a pas passé. Il n'a aucune raison de donner à ceux-là. Pendant que vous refusez le parrainage à des partis régulièrement acceptés par vous, par la loi que vous avez promulguée vous-même, vous donnez à des personnes physiques. Écoutez, c'est de l'incohérence totale. C'est de l'incohérence totale. Rendez-vous à l'évidence. Et puis, à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Ayant échoué dans toutes ces tentatives de confiscation, le président a fait ce que lui-même il condamne souvent. Hein? Il a fait ce qu'il condamne souvent. Il a dit, bon, si c'est comme ça, je ramasse tous les parrainages. C'est ça ce qu'il a fait. Tu ramasses où les gens l'ont parrainé, en fait. On a dit qu'il a eu 118. Mais les gens l'ont parrainé. Alors que, attendez, il a eu 118. 115. Alors que l'utile, c'est 16. Vous ne voyez pas que c'est capricieux? Excusez-moi, je vais vous dire ceci. Si les gens décident de le parrainer, je vais vous dire ceci. Vous êtes père de famille. Vous êtes père de famille. Il y a 10 plats pour 10 enfants. Déjà, lorsqu'on sait que 10 plats vous suffisent, et un seul plat vous suffit, et que vous allez en prendre 2, vous ne voyez pas que vous exagérez? Mieux ici, qu'est-ce qu'on a fait? Notre père de famille, M. Patrice Talon, qui a laissé, dont la caution a permis de laisser 10 plats, 10 lots de parrainage, 10 plats de riz, pour des enfants qui viendront manger à midi. Mais la loi n'a pas dit attendez, maximum 16. Non. L'esprit, la loi n'a pas dit le maximum. C'est à dessein. Et le au moins là, qu'on a ajouté, cela veut dire que si vous avez moins de 16 parrainages, vous ne pouvez pas être retenu. Cela ne veut pas dire que vous pouvez prendre plus de 16. C'est une interprétation erronée. C'est le dialogue politique qui a dit, ils ont dit, quel est le sujet à mener? Entre autres, au dialogue politique, élection générale en 2026. Ensuite, limitation des candidatures pour éviter les candidatures fantaisistes. Ensuite, un certain nombre de choses. Réforme des partis politiques un peu avant, tout ça là. Mais écoutez, élection générale en 2026, l'objectif c'est 2026. Cela dit que toutes les décisions qu'on prenait là, c'est valable pour 2026. Jamais on n'a dit que c'est valable pour 2021. Deuxième chose, la limitation de candidature. On a discuté âprement. Et on a dit, on limite à 10. On doit avoir au plus 10 candidatures. Et ayant retenu, après de larges débats, le parrainage des maires et des députés, on a fait 77 plus 83, ça fait 160. Divisé par 10, ça fait 16 pour chacun. C'est comme ça que c'est venu. Si on donne 16 à chacun, les 10 vont en trouver. Et on aura 10 candidatures, sauf défaillance. C'est ça ce qu'on a dit. Mais, lorsqu'on dit 10 enfants, nous espérons que 10 enfants au moins vont manger. Et que l'aide de la famille passe pour ramasser 7 plats et demi. Et ne laisse que 2 et demi. Vous trouvez que c'est normal? C'est exactement ce que le président Talon a fait. Alors, qu'est-ce qu'il veut père de famille, qu'est-ce que cet aîné-là veut des autres enfants? Et que lui, président, même puisse se comporter comme ça. Les affamés. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est affamer les autres. Et ici, précisément, les empêcher, les exclure. On ne peut pas me convaincre du contraire. Sinon, un lot de parrainage suffit. Je peux comprendre qu'il ait pris 2, 3 pour montrer qu'il est le plus fort. Mais quand il prend, et surtout ce qu'il laisse là, ne suffirait qu'au dos Dieu fabriqué. Mais les faits sont là. Et parlent d'eux-mêmes. Je ne vois pas par quelle alchimie le président Talon peut se dédouaner. J'invite chacun à se mirer pour voir les faits tels qu'ils sont. Alors, si on vous comprend, à un moment donné, vous avez eu conscience que
enfin, les négociations, on n'allait peut-être pas marcher. Vous n'étiez pas très sûr, mais quand même, vous avez tenté. Et puis aujourd'hui, vous estimez que vous aviez eu raison. Puisqu'ils ils nous ont habitués au mensonge d'État. Vous savez bien qu'au lendemain des législatives, d'abord, on a dit tout le temps, l'opposition ne veut pas partir, l'opposition ne veut pas. Cette fois-ci, ça a eu de montrer que l'opposition veut partir. Et aller chercher, contre toute attente, les parrainages. L'objectif, c'est de les révéler à la communauté nationale et internationale. Cet objectif-là, nous l'avons atteint. Mais ça ne règle pas le problème. Non. Vous savez, nous on dit chez moi, enfant, nous voulons que nous avons Anaï. Vous comprenez? Lorsqu'on n'a pas mieux, on peut se contenter de ce que nous avons. Et ce que nous avons, le service que nous avons rendu à la nation aujourd'hui, on aurait pu avoir totalement tort sur la ligne. On va dire oui, comme d'habitude, ils n'ont pas de candidat, ils n'ont pas ceci, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, ils sont dispensés de cet argument. Nous continuons aujourd'hui de dire que nous voulons aller aux élections. Nous avons montré que nous sommes venus chercher les parrainages qui sont de mauvaise foi. Est-ce que ce n'était pas déjà une erreur? Vous étiez sans doute au dialogue politique. Est-ce que ce n'était pas déjà une erreur de limiter les candidatures dans un pays comme un pays démocratique pour ne pas laisser les gens libres? Vous n'avez pas trouvé d'autres formes de parrainage? Puisque à ce dialogue-là, vous saviez déjà que tous les députés étaient donc du côté du pouvoir. Pourquoi déjà, au niveau du dialogue politique, avoir décidé de limiter et de tenir compte de ces élus-là pour visser la candidature à la présidentielle? Écoutez, d'abord, le contrat est la loi des partis. C'est un contrat entre nous, entre tous les partis politiques, qu'il faut limiter à 10. Et la raison, c'est l'exposé des motifs de l'exécutif. Ils nous ont dit, il y a des candidatures fantaisistes. Vous avez entendu... Mais à l'époque, vous étiez encore du côté de la mouvance. Non, j'étais déjà dissident à l'intérieur. À l'intérieur, mais vous n'avez pas exposé, vous n'avez pas... Non. Moi, je partageais, ils savent bien que je partageais déjà les options de l'opposition. Mais je reste autonome, je ne suis pas l'opposition bêtement. Et lorsque des gens viennent me dire que à cause des candidatures fantaisistes, qu'il faut limiter, qu'il faut contrôler. Et le contrôle, c'est quoi? Vous avez suivi M. Thierry Adjovi dans ce pays, qui, à la sortie de la Sénat, dit aux journalistes, lorsqu'on lui demande son projet de société, si j'étais élu, je vais construire des villas à vous tous les journalistes, à Dakar, à Washington. Je vais vous acheter, les archives sont là. Apparemment, on voit qu'au niveau de ce monsieur-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on vous dit, les candidatures seront appréciées par les gens qui connaissent bien les candidats, c'est des caprices que de vouloir refuser. Quand on vous dit par ailleurs, il y a des gens qui donnent leur candidature mais qui n'arrivent pas à payer la caution, ce qui est vrai, est-ce que vous pouvez dire que contrôler ces choses-là, c'est une mauvaise chose? Mais en ce moment, vous saviez déjà que l'Assemblée nationale était composée uniquement des partis de la mouvance et que quand on fait déjà le calcul pour les parrains, l'opposition était déjà défavorisée. Non. Je vous répète qu'en acceptant le parrainage, c'est objectif 2026. Personne n'a dit 2021. 2026 parce qu'il y a des législatives en 2023. Il y a encore des municipales en 2026, un peu avant, chose là. Donc tout le monde a la chance d'avoir ses parrains. Si tu n'as pas, c'est toi-même. C'était ça l'objectif. Ce qu'ils ont fait là, et d'ailleurs c'est de l'antinomie juridique, vouloir appliquer à 2021 un test de 2026, c'est grave. C'est si vrai que, vous savez, les députés qui sont là, lorsque dans l'application de leur affaire, pour trouver le calendrier pouvant permettre d'aboutir aux élections générales, on a dit, bon, la première option, c'est de réduire le mandat des députés. Ils ont dit non. Nous, on a été élus sur la base d'une autre constitution qui nous a accordé un mandat de 4 ans. Mais alors,
tout ce qu'ils font, leurs faits et gestes, ils doivent reconnaître que ça doit être apprécié par rapport à la Constitution auquel il fait référence. Il ne faut pas citer cette Constitution-là quand on veut, et dans d'autres cas, faire autre chose. Est-ce que cette Constitution vous a donné le droit de parler? C'est là le problème. Et cette Constitution-là même qui organise la transition en cas de vacance du pouvoir, vous laissez tout ce que cette Constitution a dit pour proroger un mandat acquis sur un serment de 5 ans. Et là, encore un paradoxe de la Cour constitutionnelle. Prenez vos archives. Celui qui a lu au président Patrice Talon, au serment, le contenu et son mandat, il s'appelle Nouati, le magistrat Nouati, alors secrétaire général de la Cour. Mais il se retrouve aujourd'hui à la Cour. Il ne pipe pas mot. C'est des faits graves. Est-ce que vous voulez dire que le parrainage devait être rapporté sur 2021 2026. Et 2026? Oui. Je suis formel là-dessus. C'est ça ce qui est dit au dialogue politique. Et ça se tient. Comment vous voulez qu'au dialogue politique, on accepte que, pendant qu'eux, ils ont déjà 83 députés, qu'on accepte le parrainage? Nous ne sommes pas des dindons quand même. Personne n'a retenu cette affaire-là pour 2021. Et quand ils ont commencé par faire ça, je suis le premier à réagir sur Radio Cedon. Je suis le premier à réagir devant le président de la Sénat. Vous avez accepté qu'on prolonge le mandat des maires. Lorsqu'on a prolongé le mandat des maires qui est passé, le maire actuel qui doit faire 6 ans au lieu de 5 ans, mais pourquoi vous n'avez pas accepté que, quelque part, il y a également des décalages au niveau de l'élection présidentielle? Vous savez que ces maires-là, la loi qui porte prorogation de leur mandat, la loi est prise avant leurs élections. Ils n'ont pas été élus sur la base d'un mandat qu'on veut modifier maintenant. La différence, c'est que les députés ont été élus sur la base d'un mandat qu'on ne peut pas modifier. Le président a été élu sur la base d'un mandat qu'on ne peut pas modifier. C'est la différence entre ces deux cas. C'est ça le vrai problème. Et il faut chaque fois se référer à la loi. Mais puisqu'on vous dit que nous ne sommes pas élus sur la base de même mandat, si nous sommes dans la perspective des élections générales en 2026, forcément, il y a une modification. Non. Donc, la question de même mandat n'intéresse la modification, mais écoutez. Vous avoir les élections générales, si vous dites vous continuez... C'est pas moi qui ai dit. Vous avez suivi l'actualité. C'est les députés qui ont dit. C'est les députés qui ont dit. Président, est-ce que, lorsque nous respectons les mandats, est-ce que nous pourrons avoir l'élection générale en 2026? Ce n'est pas possible. Bien sûr. Il faut forcément modifier. Bien sûr. C'est pour ça que... Bien sûr. Bien sûr. Expliquez-nous. Tous les mandats qui ont été acquis avant cette loi-là doivent être respectés. On a respecté le mandat des députés. Mais le mandat du président de la République aussi est acquis avant cette loi. On doit respecter ça. Par contre, le mandat des conseillers n'était pas acquis. Ils ont fait normalement leurs 5 ans. La loi était déjà prise avant la fin. Et on leur a dit, votre mandat prochain sera 6 mois, 6 ans. C'est tout à fait clair, ça. C'est tout ce qu'on dit. Mais dans ces conditions, comment est-ce que les élections générales pourraient être donc organisées? Si on respecte le mandat du président, on respecte le mandat des députés, et puis on peut se... C'est pas qu'on n'a pas respecté le mandat du président, on a respecté le mandat des députés, on a respecté le mandat du président. Le mandat des députés en exercice, c'est 4 ans. Eux, même s'ils sont battus pour qu'on respecte ça. Et en principe, ils devraient en revanche se battre pour qu'on respecte le mandat du président. Il ne faut pas vouloir dire une chose et son contraire. Mais quelques jours de plus pour le mandat du président. Ah, quelques jours de plus, sous quel serment? C'est sacré. Quelques jours de plus, sous quel serment? C'est un contrat. Quelqu'un te dit, bon, prends-moi. Tu es conducteur de 2 millions. Par exemple, il dit, tu le prends à Tokpa, il dit, dépose-moi dans le marché de Fifadi. Et puis, arrivé à Fifadi, il dit, non, amène-moi plutôt à Agra. Ah, c'est quelques mètres là, je laisse ça gratuit, c'est ça? Non. Tu t'arrêtes d'abord et vous renégociez.
Et plus précisément, si tu prenais un vol de Paris à Cotonou, tu arrives à Cotonou, tu vas dire non, je vais continuer sur Lomé. Non, tu descends et tu fais d'autres formalités. Est-ce que vous avez maintenu, dans le cadre du respect au dialogue politique, dans le cadre du respect des élections générales, vous avez maintenu la date de la prestation du serment toujours pour le 6 avril? On ne s'est pas prononcé. On ne s'est pas prononcé sur une transition parce qu'on sait que la transition est déjà organisée par le texte qui est là. Pour dire, quand il y a vacances, dans certains cas, c'est le président de la Cour constitutionnelle, dans d'autres, c'est le président de l'Assemblée. Est-ce qu'on a besoin de revenir encore là-dessus? Et donc les députés à l'Assemblée nationale, finalement, ils ont mis en application ce que vous avez dit au niveau du dialogue, lors du dialogue politique. Ils ont essayé de ne fais pas le sourd à ce que je dis. Je t'ai dit qu'on n'a jamais dit ça au dialogue politique. Vous avez laissé... Nous avons déjà un test. La loi Baird, qui s'impose à nous tous, qui organise des transitions. Et c'est cette loi qui les a élus. Ils n'ont aucun droit de faire autre chose que ce que la loi a dit. Vous oubliez la révision de la Constitution qui est intervenue. Vous oubliez la révision qui est intervenue après. Mais vous parlez de révision. Quand vous parlez de révision, je vous ai déjà dit que la révision de la Constitution, d'accord. Mais les objectifs essentiels qui sont mis dedans, c'est 2026. C'est tout. C'est 2026. Il n'a jamais été dit qu'on va faire une élection en 2021 et en 2021, on va appliquer les dispositions des objectifs 2026. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. D'ailleurs, c'est inapplicable. Inapplicable déjà parce que c'est disproportionné que des gens qui ont déjà pris 83 députés, plus de la moitié, soient alignés. Président, dans la Constitution révisée, c'est prévu désormais la date des élections. Le premier tour doit intervenir dans la quinzaine de tel et le second tour dans tel délai. Donc déjà, dans la Constitution révisée, on a prévu désormais, on a modifié donc les dates des élections. Et par conséquent, on sait que lorsqu'on finit ces élections-là, il y a eu changement donc de la date auquel vous vous attachez aujourd'hui. Qu'est-ce qui oblige C'est inscrit dans la Constitution. Attendez. Qu'est-ce qui oblige à repousser les élections jusqu'au 11 avril? C'est leur gris-gris. C'est la Constitution révisée. Ils pouvaient bien faire. Non. La Constitution révisée, quand elle met cette disposition-là, ce serait pour l'avenir. Pas pour le mandat en cours. Vous voulez dire qu'on ne devrait pas... Simplement, ce qu'on devrait faire, c'est de faire les élections comme recommandé par cette Constitution-là. Le premier tour, c'est toujours en mars. Et on prête serment le 6 avril. On finit avec ça. On finit avec ça. Vous comprenez? Et l'autre constitution entre en vigueur. Avec cette disposition transitoire dont vous parlez là, je comprendrai. Parce que ce mandat est terminé. Mais on ne peut pas aller chercher dans cette constitution-là des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées à ce mandat. Non! Ça ne se fait pas comme ça. Je vous ai dit que ça s'appelle antinomie juridique. Président, on va revenir rapidement aux tractations parce que après on a vu un cafouillage au niveau donc du front dans la désignation du duo candidat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, ou surtout à quel moment les candidats ont été désignés pour que vous puissiez aller négocier les parrainages? Et puis après on a vu deux communiqués dans la même journée avec la même signature. Ça fait un peu cafouillage. Expliquez-nous rapidement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de cafouillage. Ceux qui veulent l'interpréter comme cafouillage, c'est leur problème. Nous avons notre organisation interne. D'abord, nous avons eu une condition. Lorsque nous avons décidé d'aller aux élections avec la promesse de talon, j'insiste, avec la promesse de talon, et s'ils rompent cette promesse-là, c'est une rupture de notre contrat d'aller aux élections avec son test. Lorsque nous avons pris la décision de faire ainsi, pensant à un compromis pour la paix, quoi qu'il ait dit lui-même qu'il veut compromettre la paix, il a dit devant le clergé. Lorsque nous avons dit ça, nous avons pris deux dispositions. Première disposition,
c'est vrai, nos tests ont dit que c'est un seul candidat. Mais si nous nous entendons, nous n'allons pas prendre un. Nous prenons deux. Pour telle raison, ça a été argumenté. Deuxième disposition, aller chercher le parrainage. Seuls les candidats qui ont négocié le parrainage pourraient être nos candidats. C'est ça ce qu'on a dit. Mais, il y a quelque chose que vous ne savez pas. En réalité, il y a eu 3 candidats à la présidentielle qui sont allés chercher le parrainage. Vous n'avez vu que Madougou et Ivor. Mais il y a Nandé Kokodé. Vous comprenez? Et qui non seulement a négocié, en avait déjà 7. Ferme. Mais puisque nous avons dit 2 candidats, il faut confronter les parcours professionnels et politiques. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour cela qu'on a écarté sa candidature. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Et je vous ai dit que si nous avons pris 2, c'est pour des raisons stratégiques. C'est pour confondre la rupture devant ces mensonges à vous et là. Oui, mais vous êtes légaliste, la Cour a rendu son tranché sur le contentieux. La Sénat évolue aujourd'hui, les élections auront lieu le 11 avril. Et d'ailleurs, vous avez déposé dossier en tenant compte de ce que les élections auront lieu le 11 avril. Ça veut dire que vous acceptez le principe que les élections aient lieu le 11 avril. Sinon, vous n'irez pas à la Sénat. Si vous aviez eu le parrainage, les parrains nécessaires, vous n'allez pas remettre en cause cette disposition transitoire-là. Vous serez candidat pour une élection du 11 avril. Et c'est ça, parfois, ce qu'on ne comprend pas à votre niveau. Mais là, vous avez été recalé. Les élections auront lieu. Alors, quelle est la conduite aujourd'hui quand on voit toutes les sorties médiatiques du front? On se dit, mais c'est à quelle fin? Monsieur Adon, suivez-moi dans ma chronologie. Nous sommes allés aux élections du 11 avril, sur la base du contrat que nous avons avec le président Patrice Talon. Nous continuons de dire que lorsque quelqu'un, quand vous prenez Patrice Talon, à lui seul, c'est tout le Bénin. Lorsque quelqu'un de ce rang-là prend un engagement public, on ne peut pas s'en moquer. Nous sommes partis aux élections sur la base de l'engagement qui nous trouvera le parrain, qui s'intéresserait à nous trouver les parrains, c'est ce que nous avons dit. Si on renonce à cet engagement, nous renonçons aussi. Vous revenez en arrière? Mais parce qu'il est revenu en arrière. Vous voulez quoi? Vous savez ce qu'on dit en droit, exception d'inexécution. Lorsque votre partenaire n'exécute pas ces obligations, vous pouvez ne pas exécuter aussi les vôtres. Mais les élections auront lieu. Le latin toutes les sorties aujourd'hui. Exceptio ad impleti contratos. Et c'est à quelle fin? Passons pas souvent d'incitation à la violence, de soulèvement. C'est leur problème. Est-ce que c'est leur problème. D'abord, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Allez lire la charte des partis politiques. Nous sommes investis pour animer la vie politique. Nous sommes investis. Attendez, nous sommes investis pour développer la conscience citoyenne de nos militants. Et lorsque nous le faisons, la conscience citoyenne aussi, c'est refuser tout ce qui compromet la République. Mais la période avec... C'est un contre-pouvoir. La période avec le discours peut quand même faire réfléchir. Quelle période? Est-ce qu'on nous a limité à une période dans la loi? Vous savez que la période électorale est la période la plus indiquée pour les partis politiques pour animer la vie politique. Des précautions dans le discours, parce que quand on entend... C'est quoi la précaution? On entend vos représentants, ça fait quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'on a dit? On leur a demandé de prendre les armes? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que vous n'incitez pas? Est-ce que le discours... On crée, voilà. Non, donnez-moi un passage du discours où on a dit au peuple de prendre les armes. On n'a pas demandé au peuple, on n'a pas forcément dit... Encore que la Constitution... Quand on dit que la Constitution... que le 5 avril, c'est le mandat est terminé... Écoutez, on continue le mandat alors est terminé. On sait que le mandat est terminé, nous ne le disons pas. Et que les institutions sont... Nous ne le disons pas. Si c'est une dictature, c'est la dictature de la Constitution du 11 décembre 90. Le mandat est terminé, c'est son serment. Pourquoi vous voulez qu'on dise autre chose? Pourquoi vous voulez qu'on appelle un chat Mimi? Non, c'est un chat. Donc la Constitution a été révisée en tout temps, Président. Votre révision,
Vous avez beau faire le Elle saut, comporte des dispositifs. vous avez beau faire le saut, si vous êtes payé pour ça, Non, je président, vous répète que l'horizon 2026 est l'objectif. Nous sommes Ne me parlez plus du tout de révision. Nous sommes des légalistes et Mais justement, La légalité, a prévu des dispositions écoutez, transitoires. vous des pensez que dispositions nous devons être plus légalistes que Talon? Président, nous lisons les dispositions à l'histoire de la Constitution révisée. Qu'est-ce que tu as? La Qui s'impose- Constitution qui s'impose révisée désormais. ne peut pas avoir de dispositions transitoires en 2021, Mais ça- autre que celle prévue par la Constitution du 11 décembre 90. Président, ça c'est Ouais. votre avis, parce qu'on a écouté d'autres juristes qui ont dit qu'on pouvait assister quand même à une rétroactivité de la nouvelle Et Constitution. je vous dis qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Non, mais ça, c'est ce que Vous ça, savez, c'est votre avis. ces mais vos on a juristes-là, entendu d'autres, voilà, non, écoutez, qui ont expliqué et qui ont justifié cette rétroactivité. écoutez, si vous refusez de vous faire votre propre opinion des faits, c'est vos problèmes. Moi, je vous dis ce que j'en pense. J'estime que dès lors que les députés eux-mêmes affirment haut et fort, et vous êtes dans le pays, nous sommes régis par une constitution, il faut nous appliquer ces dispositions, ils doivent aller jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit. Au moins, on s'accorde sur ce plan. Donc, vos affaires de juristes, de ceci, là, des gens qui mettent le pas dans les pieds pour des raisons inavouées, c'est leur problème. Personne ne nous troublera, nous. Les députés de la 8e législature et nous sommes constants sur un fait. Il faut appliquer à chacun le texte qui régit son élection. On est constant sur ça. Il n'est pas question de l'appliquer dans les circonstances données et de ne pas l'appliquer dans d'autres. Et que des juristes viennent remettre en cause les principes établis par ces mêmes députés, c'est ahurissant. Mais la Cour, Ridicule à la limite. la Cour considère vider le contentieux, comme je vous le disais tantôt. Mais pourquoi cette démarche toujours au niveau du front qui est interprétée par... Qu'est-ce que tu appelles la Cour constitutionnelle? Alors, la Cour constitutionnelle est une institution respectable, mais je ne sais plus si elle est respectable aujourd'hui. Ça, c'est votre avis. Et- Aujourd'hui, nous sommes à Écoutez, nous sommes à une écoutez, je étape. vous donne un autre exemple. Hein? Lorsque, sur la base des gémissements du peuple, est saisie, la Cour a demandé au président Talon de lui faire parvenir les documents des salaires politiques. Il a fait? Il a fait? Nous avons le monopole du respect des décisions de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Non? Mais en principe, Non. on doit suivre les bons exemples. On ne va pas parce que l'autre n'a pas respecté. Donc nous-mêmes nous ne sommes plus dans un pays sérieux. Non. Il faut quand même que... Mon cher, cette Cour, encore, à notre avis, était impartiale. Celle-ci, une Cour où on dit le parrainage est secret, il a toutes les preuves constamment des deux parties que le secret a été violé et ne dit rien. Cette Cour qui note l'absence d'un décret d'application du parrainage et qui est incapable de prescrire les modalités d'application, vous voulez qu'on fasse confiance dans cette Président, Cour-là? comme on le disait, nous sommes Pourquoi vous voulez qu'on donne notre tête à couper, nous sommes à une sachant étape bien que où- nous allons vers la guillotine? Président, nous sommes à une étape où le Front ne participe pas aux élections, les démocrates également n'y participent pas, mais on voit quand même cette activité sur le terrain et dans la foulée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous n'êtes pas sans savoir, ça c'est d'ailleurs la grosse actualité, l'arrestation de Rekia Madougou, candidate de l'aide démocrate recalée. Tout ce qu'il y a eu autour donc de cette arrestation, on a parlé de tentatives de remettre en cause ou de déstabiliser le processus électoral et tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité? Est-ce que vous ne pensez pas que cette activité, cet activisme que vous avez maintenu sur le terrain alors que vous êtes recalé ne participe pas un peu à cette arrestation ou aux intentions justement qu'on prête à cette candidate recalée? Je veux vous dire ceci. Avant même l'arrestation de Rekia Madougou, il y a quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a une réunion de tout l'état-major en présence de M. Patrice Talon. Et deux éléments nous ont intéressés dans ce document-là. Ça, Il faut... circulé, Attendez. Il faut confiner... Si vous me donnez la parole, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et vous allez reprendre la parole. Il faut confiner Rekia Madougou à domicile. Deuxième élément, il faut provoquer un État voisin pour justifier
une agression extérieure. C'est ce que nous avons retenu dans ce document. Nous, on n'a pas, donc, vu, pas vu ce document. Donc, ce que vous dites, on ne peut pas... Si vous voulez, moi, c'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai votre numéro, je vous l'envoie. C'est ce que j'ai lu. Ça reste donc, des rumeurs. même si c'est des rumeurs, on était déjà un peu averti de ce qui s'est passé là. Et je vais vous dire ceci. Et revenons sur les faits. Faisons. Les faits. Quels sont les faits reprochés à Ricky Apadougou? Tout est adossé à des intentions. Elle a l'intention... Il y a eu des témoignages, il y a des personnes arrêtées qui ont... On a parlé de l'argent transféré. La personne, le témoin qui a fait des déclarations principales, notre cher colonel, il y a une rumeur persistante aussi qui dit que c'est un très proche de Gbadamassi. Et c'est là qu'on ne peut accorder aucun crédit. En dehors de ça, à supposer que c'est crédible, le juge n'est lié que par ce qui est dit devant lui. Et non ce qui est dit avant. C'est la parole de Rikia contre la sienne. Donc lorsqu'il fait des déclarations comme ça, et la BEF, et la criette sont tenus d'observer le principe du contradictoire. Surtout qu'il n'y a pas eu un début d'exécution qui a entraîné une atteinte à la vie humaine. Vous savez que la criette peut avoir des preuves que nous ne connaissons pas. Non. Le procureur ne nous a pas exhibé d'autres preuves que ce que je vous dis là. Le procureur ne nous a exhibé que des intentions. Et nous sommes en matière pénale. L'intention ne vaut pas acte. Vous comprenez? Et l'application concrète de ce que je vous dis là, c'est la décision du juge Oussou dans l'affaire que nous appelons aujourd'hui empoisonnement. Le juge Oussou a dit tous les témoins sont passés à l'aveu. Tous les témoins, ce n'est pas un seul témoin comme ici, hein, sont passés à l'aveu. Pourtant, il a estimé que, étant donné qu'il n'y a pas eu un début d'exécution, ça ne s'est pas passé. Est-ce que c'est un non-lieu? Donc, je pars sur cette base-là. Pour dire que quand c'est comme ça, je concède au juge de prendre des mesures préventives. D'accord? Mais elles doivent respecter une norme, ces mesures-là. J'ai été témoin de l'arrestation de Ricky Apadougou. La manière brutale, j'allais même dire sauvage, dont ça s'est passé là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas digne d'une personnalité de la République. Ça montre encore une fois comment nous jetons de l'opprobre sur nos cadres. Et je demande à tous les cadres qui travaillent avec eux de faire attention. Parce que si vous avez fait tout ça là pour la nation, être traité comme ça, c'est grave. Elle a été 2 fois ministre de la République. J'espère que toutes ces femmes qui avaient les microfinances, qui couraient pour aller, pour dire, moi dans un village, on dit, courait. Crédit, Yaïboni, on va prendre. Yaïboni quoi? Tout ça, c'est du passé. Bon, mais elle a je dis ça là. Je ne dis pas que c'est du présent. Mais c'est pour dire que elle a rendu service à cet État. Moi, vous voyez, de mon vivant. Si le président Patrice Talon devenait un ancien président, je n'accepterai jamais qu'on le traite de cette manière. Parce qu'il a porté le nom de la République. Lui faire ça, c'est ternir l'image de votre République. Mais nul n'est au-dessus de la loi. C'est pas question de... Vous avez vu, vous avez vu Sarkozy. Sarkozy a été mis en prison. Oui, donc, il n'est pas au-dessus de la loi. Vous avez vu comment ça s'est passé? On n'a pas dit que quelqu'un est au-dessus de la loi. Mais il faut respecter les normes. Vous avez été ancien ministre, que c'est fini. On n'a pas dit, personne n'a dit. Moi, je ne suis pas pour l'impunité. Mais je suis pour le respect du fond et de la forme. Vous comprenez ce que je dis? La forme, pour une simple présomption non irréfragable, pour ne pas dire non irréversible, on n'a pas besoin de telle brutalité. Non, mais selon ce que nous avons lu, écoutez, je vais vous dire. Et puis, on a sorti
Aïvor, Joël Aïvor, le professeur Aïvor Non. Vous n'êtes pas témoin des faits. Moi, je vous dis que je suis témoin des faits. D'abord, nous étions à un meeting à Porte-Novo. Oui. Et c'est vers la fin du meeting qu'on apprend que le procureur spécial de la Criette est là avec des policiers armés jusqu'aux dents pour notifier quelque chose au professeur Joël Aïvor. Nous avons dit au professeur Joël Aïvor, tu ne sors pas, nous sortons avec toi. Il a dit non, mais laissez-moi aller, moi je ne me reproche rien. Il n'y a même pas question de rigia. Non, en voulant sortir, nous sommes tous sortis avec eux. Et avoir la colère de la foule. Parce que ce n'est pas le lieu où on notifie ces choses-là. Avoir la colère de la foule. C'est comme pour perturber le meeting. Eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne se passera. Sans perturbation. Mais dès que les autres prennent la moindre initiative, on perturbe pour intimider les militants. Les militants en colère ont accompagné les véhicules. Ils n'ont pas pu accomplir leur sale besoin sur place. Alors, ils sont allés fermer le pont là-bas. À la descente. Nous sommes rentrés sur le pont comme des pigeons qui sont rentrés dans une cage et ils bloquent. Ils commencent à fouiller les véhicules. Et c'est là que Aïvor, Moïse Kérékou étant dans la même voiture que Madougou, va voir avec quelle force on les a tirés. Et Moïse et Aïvor. Moïse a été un ancien ambassadeur. Aïvor enseigne encore à nos enfants. C'est un professeur agrégé. Il faut respecter les cadres. Ce n'est pas normal qu'au nom de la politique, on puisse humilier tout le monde de cette manière-là. En tout cas, moi, j'exige qu'on me respecte. Si le type, le monsieur, est un délinquant, il a choisi. Mais là, est-ce que Madougou n'a pas été violenté? Mais quand ils ont fait ça, il y a un policier à gauche, un policier à droite, un autre qui s'est emparé du volant de sa voiture. Ce n'est pas bien ça. C'est western ça. Mais physiquement, elle n'a pas été touchée. Mais écoutez, mais cette manière-là est peu orthodoxe. Comme le dit le directeur général de la police, même l'a dit dans un communiqué, c'est peu professionnel. Moi, je pense que lorsque la BEF, parce que le procureur même n'a même pas dit que le témoignage a été fait devant lui, dit sur rapport d'enquête. Donc c'est devant la BEF. Tout ce pourquoi on le condamne lui, c'est que quand il reçoit un truc comme ça, il doit écouter la partie adverse avant d'amener, de décerner un mandat d'amener. Il n'y a pas péril dans la demeure. Est-ce que quelqu'un est mort? On parle quand même... Le terrorisme. Attendez. Le terrorisme ici n'est pas consommé. Oui, même si c'est ce n'est pas consommé, ce n'est qu'une intention. Vous avez dit qu'il faut prendre également des mesures préventives. Les mesures préventives, c'est quoi? Vous pouvez l'amener. Vous pouvez lui donner une convocation. C'est ce que le droit a prévu. Vous pouvez lui donner une convocation. Déjà, l'enquête préliminaire, elle arrête là, elle vient, vous l'arrêtez. Elle est en garde à vue. Vous avez la possibilité de prolonger la garde à vue pour les confrontations nécessaires. C'est ça la mesure conservatoire dont je parle. Mais ce n'est pas brutaliser. Ce n'est pas délivrer un mandat d'amener. Ce n'est pas ça ce que moi je dis. Il faut respecter l'orthodoxie, la procédure en la matière. Si j'apprends tout de suite que quelqu'un a assassiné et que c'est fondé, on a tout ça là, on peut lui faire tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un dossier d'enquête. Et puis, moi, je me suis posé une question jusqu'ici. Comment ce dossier s'est retrouvé à la BEF? BEF, Brigade Affaires économiques et financières. Au fond, en principe, c'est qu'il y a deux directions dans la même... Il y a la brigade criminelle. La brigade criminelle, la brigade économique. Mais ne pas aller à la brigade criminelle. On a dit qu'il y allait à la BEF. Je considère que c'est la compétence de la brigade criminelle. Oui, les enquêtes ont été menées par la BEF. Elle est au niveau de la brigade criminelle, parce que dans la même direction, il y a la brigade criminelle et la brigade économique. Les gens confondent très vite. Le procureur a dit la BEF. Le procureur n'a pas dit brigade criminelle. C'est pourquoi je me pose cette interrogation-là. Je me fais cette interrogation-là. Président, quand on me dit BEF, ça ne veut pas dire brigade criminelle.
BEF, c'est infraction économique et financière, que je ne trouve pas dans le présent délit. Président, dans la foulée, on a écouté le ministre Modeste Kérékou, qui a apporté également des éléments et qui, pas fini dans sa déclaration, a tenté ou a essayé quand même de faire les liens. On a parlé de preuves qui viennent quand même plonger un peu plus. Ereki Amadougou, vous l'avez certainement écouté. Voilà une autre chauve-souris politique qui se réclame du Nord quand ça l'arrange, du Sud quand ça l'arrange. Non, je fais seulement la remarque. Je fais seulement la remarque. Qu'est-ce que vous pensez écoutez ce qu'il dit. Il a eu cette information-là depuis 2018. Il a informé son chef. Est-ce que cela veut dire que c'est ce qui se prépare pour 2021 qu'on a commencé en 2018? La question est posée. Je vous pose la question. Non, mais il a dit qu'on avait quand même... L'ancienneté du dossier de Modeste Kérékou même lui imprime peu de crédit. Il a dit à son chef, c'est entre eux ça. Ça ne nous lie pas. Ça peut être un contrat simulé qui n'est opposable qu'aux deux. Ils sont là pour diriger un peuple. Et lorsqu'il y a des faits aussi graves, ils doivent porter ça à la connaissance du peuple. On n'a jamais eu ça. Et c'est aujourd'hui qu'il découvre subitement qu'il a reçu avec toutes les contradictions qu'il y a autour. C'est dommage. C'est dommage pour des gens de ce niveau. De ce niveau intellectuel et de ce niveau de responsabilité. Le silence vaudrait mieux pour lui. Mais quelle peut être la conséquence de cette déclaration? Surtout qu'on le sait, il y a eu des noms de chefs d'État de la sous-région et tout. De votre position? Vous voyez bien que... Vous voyez ce qui se passe. Le Nigeria a fermé ses frontières pendant longtemps. Ces gens-là vivent aux frais du prince. Ils sont dans Champagne, ils sont ceci. Leurs enfants vont même passer des anniversaires en bateau sur mer. Pendant ce temps, tout coûte cher et c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. Il n'accorde aucune importance au bon voisinage. Chaque État avec sa politique diplomatique. Non. Je vais vous dire ceci. Vous avez une politique diplomatique. Mais lorsque tous vos voisins s'accordent que vous êtes mauvais, ça devient inquiétant. Personne n'a dit que... Tu peux être... Aujourd'hui, dites-moi, le Bénin est en bon terme avec quel voisin? Citez-moi un seul. Ça, on ne peut pas le savoir. Les relations diplomatiques, on a toujours vu des échanges. Écoute, c'est remarquable à l'œil nu. Depuis que le président Patrice Talon a pris le pouvoir, combien de chefs d'État voisins sont allés au Bénin? Pendant 5 ans. On ne peut pas dire que c'est... Non, ça doit vous inquiéter. Si vous refusez de voir, je vous concède ça. Le président Bouhari... Mais moi... était à l'inauguration, dès qu'il s'est agi au niveau de la frontière. Tu parles bien de frontière. Tu ne parles pas de Bénin. Et après, le président de la République est aussi allé là-bas. Je ne parle pas du président de la République aller. Lui va voir certains. Surtout la Côte d'Ivoire qui n'a pratiquement aucune frontière avec nous. Mais qui sont ceux qui sont venus chez lui? Ouvrez vos yeux pour voir. Et vous saurez que il y a une mauvaise ambiance dormante. C'est ça. Et on vient de creuser le plafond. Parce que toute chose a des limites. En voulant impliquer des États voisins sans cause, sans preuve, vous créez des incidents diplomatiques. Toutes choses qu'on a déjà entendues dans le communiqué dont je vous parlais tantôt. Il faut provoquer des incidences diplomatiques pour justifier une invasion étrangère et mettre les forces de défense à contribution. Nous ne sommes pas dans leur secret. C'est ce que la rumeur a dit. Et si ça se concrétise comme ça, c'est triste. C'est une rumeur, on ne peut pas forcément... Je dis c'est ce que la rumeur a dit. Je n'ai pas dit qu'ils ont eu à faire ça. On n'en est pas encore là. Mais les deux choses que nous avons notées de grave dans la rumeur, c'est la séquestration
de Ricky Madougou. Il n'y a pas eu séquestration. Elle a été interpellée. On voulait la confiner à domicile. On voulait la confiner à domicile. C'est ce qu'on a écrit dedans. C'est une séquestration. Parce qu'ils n'ont aucun droit de faire ça. Et ensuite, on veut provoquer des incidents diplomatiques. C'est les deux choses. Mais aujourd'hui, nous en sommes là, non? Oui ou non? On n'en est pas encore là. C'est vrai, il y a des noms qui sont cités, mais bon, on n'en est pas encore là. Ricky a été dans un premier temps confiné à domicile pendant 24 heures. Après, elle a été transférée à la prison civile de Missérété. Deuxièmement, on a impliqué des États voisins. Incident diplomatique. Mais ça reste des déclarations. La sortie du ministre, ça reste des déclarations. Pour le moment, la justice ne s'est pas forcément encore intéressée. Ne parle pas de justice. Le ministre est politique. Justement. Et les relations avec les États voisins sont avant tout politiques. Le ministre fait partie d'un gouvernement. C'est un ministre en exercice. Et quand il fait des choses comme ça, ça engage tout le gouvernement. Ça engage tout le gouvernement. Son patron n'a pas démenti. Alors, dites pas des choses comme ça. Les choses sont terre à terre. Moi, je suis venu, pas en politique, mais en technicien. Et chaque fois que je vous dis quelque chose, je vous donne les raisons de droit, je vous donne la concrétisation de ces choses-là. Je ne suis pas venu raconter en l'air. Moi, je suis avant tout technique. C'est vrai que j'ai observé les politiciens pendant longtemps, j'ai travaillé avec eux pendant longtemps, et quand j'ai fini, j'ai dit, bon, peut-être qu'il faut améliorer le système en y apportant une touche technique. Mais tous les jours, je suis déçu. Je ne peux pas vous le cacher. Je suis déçu, surtout avec les gens qu'on a en face. Parce que je ne conçois pas qu'on fasse des bêtises de haute portée et qu'on justifie ça simplement par la politique. Comment trouvez-vous la suite de ce dossier Madougou? La suite du dossier Madougou, nous avons une posture. Notre posture, c'est de choisir la voie pacifique. Notre posture, c'est de défendre le dossier jusqu'au bout. Le président Patrice Talon peut nous chicoter tout le temps. Ce qu'il ne peut pas, par contre, faire, c'est de nous empêcher de pleurer. On n'a pas vu le front. On va pleurer à haute voix. On n'a pas vu le front. La communauté nationale et internationale va entendre. On n'a pas vu le front organiser, par exemple, des mouvements de soutien à Madougou. On a vu juste les déclarations dans des salles, contrairement à certains États. Vous avez dit. Qu'est-ce que vous amenez, mouvement de soutien? Qu'on sorte dans la rue, ou que vous dites vous-même, vous dites après que nous appelons à quoi? Non, on ne leur donnera pas cette occasion. Nous allons faire le maximum d'abord. On ne leur donne pas l'occasion de dire que nous appelons à l'insurrection. On s'en tient à leur procès d'intention. Ça n'engage que. Mais Président, vous savez, ce sont des faits quand même très graves. Vous pensez que, comme on le dit, s'il n'y a pas eu fumeux, est-ce qu'on en serait là? Est-ce qu'à un niveau donné, lorsque vous analysez les faits, vous ne vous dites pas peut-être qu'il y a eu quelque chose? Quoi, par exemple? Enfin, pour qu'on en arrive à coller des intentions. Oui, non, si vous connaissez ces fumées-là, sortez-les, on va voir. On va les analyser ensemble. Moi, je ne connais pas. Je viens de vous montrer que ces fumées-là, c'est du pipeau. Si vous avez d'autres pour me contredire, on est là pour faire la contradiction. Alors, Président, nous aurons les élections de toute façon dans quelques jours. Nous aurons les élections. Alors, comment... De toute façon, les élections organisées dans ces conditions-là ne lient pas l'opposition. Et le président Patrice Talon doit être conscient. Le président Patrice Talon doit être conscient d'une chose. Il arrive au pouvoir. 3 élections et 3 problèmes. Qu'il commence par réfléchir. Deuxième chose. 2 élections, 25%. Qu'il n'ignore pas qu'il est en train de sacrifier les 75% qui restent. Qui font le peuple qu'on lui a demandé de diriger. Nous ne lui demandons rien. Vous savez, moi, je suis de coutume fort. Et quand il y a des problèmes, vous savez ce qu'on dit. On va sous l'arbre à palabre. Aujourd'hui, c'est à Djalassa. On se parle, on se comprend. Je considère qu'étant un des Guédégbé, dans une certaine mesure comme moi,
il connaît ces choses-là. C'est pourquoi nous lui disons, asseyons-nous et parlons. Voyons ensemble quels sont les compromis, quelles sont les concessions que chacun peut faire pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on ne sacrifie pas la jeunesse. Comment expliquez-vous le silence de Boni Yayi depuis cette affaire de Madougou avec la Non. Boni Yayi, on lui a demandé de se taire. Parce qu'il voit en toute chose Boni Yayi. Nous sommes grands. Vous comprenez? Et ce n'est pas pour rien que Boni Yayi a refusé d'être président des démocrates et est juste président d'honneur. Oui, on le consulte. Face à une situation pareille, vous voulez qu'ils disent quoi? Les situations passées. Les situations passées. Où Boni Yayi a parlé. Où Soglo a parlé. Qu'est-ce que Talon a fait? Il les a voués aujourd'hui. Mais est-ce que quelque part, c'est parce que Boni Yayi a certains éléments qui l'obligent à garder le silence? Non. Parce que là, on ne comprend pas. Non. Quand on parle, vous dites qu'on parle. Quand on se tait, vous dites qu'on se tait. Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Mais vous savez, dans l'opinion, il y a certaines personnes qui le voient même derrière toute cette histoire-là. Pour cette intention. Justement. Je m'arrête là. Mais tout au moins, entendre le président d'honneur des démocrates intervenir dans une situation aussi grave. Vous dites quoi? Parce que le candidat du parti, nous parlons de Ricard Madougou, qui est le candidat du parti, il est le président d'honneur du parti. Et ne pas du tout réagir. Il est président d'honneur, il n'est pas président. Vous avez vu le président réagir, ça suffit. Une réaction tardive, un peu tardive aussi. Dans ces circonstances, Boni Yayi, on le connaît pour son activisme. Donc c'est non, justement Boni Yayi a fait les 2 interventions qu'il a eu à faire, que moi j'ai lues dans les réseaux sociaux. Il a appelé au dialogue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Qu'il dise, vous qui avez raison là, laissez tomber. Comme on a fait en 2019 et en 2020. Ou bien qu'il dise, Talon, tu n'as pas raison. Allez, mettez-vous dans... C'est ce que vous attendez de lui, vous ne trouvez pas ça, vous allez attendre longtemps. Tout ce qu'il a à faire, comme sage, il a déjà dit, il a appelé au dialogue. Que chaque parti entende. Nous avons entendu. Que le président Talon aussi entende. D'ailleurs, il y a quelque chose qui était légendaire dans ce pays. Lorsqu'il y a des difficultés comme ça, c'est le président de la République qui se déplace pour aller voir ses homologues anciens, pour échanger avec eux et en tirer quelque chose. Mais lui, son ego ne lui permet en 2019, on a vu, il a discuté avec le président Nicéphore. Et puis après, il y a eu cette information selon laquelle Boni Yayi devrait également se rendre au palais avec une délégation de la CEDEAO. Après, on n'a plus rien vu. Il a discuté avec le président Nicéphore. Par la suite, vous avez entendu la déclaration du président Nicéphore? Il ne s'agit pas de discuter. Au moins, il a fait le Il s'agit de tirer au moins des discussions, quelque chose, de faire des concessions. Mais il n'a pas fait ces concessions-là. On nous a dit, lui-même il est allé dire. Il a dit, vous l'avez vu sur vidéo. J'appelle l'opposition à ne pas brûler ce pays qui sont appelés à diriger demain. Ne pas aller à une élection, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours d'autres élections. C'est pas ce qu'il a dit, vous n'avez pas entendu ça là au moins? Et les élections suivantes, tu fais rater encore. 3e fois, tu fais rater. Et on ira aux élections dont il fait rater où l'opposition ne sait pas si non, il fait rater. Il fait rater. Parce que n'oubliez pas, il avait également dit, si j'étais à votre place, je ferais tout pour être à cette élection-là. Mais nous venons de faire tout, justement. Nous avons satisfait à toutes les conditions qu'il a données, mais il a été surpris. Vous êtes décidé un peu tardivement, peut-être. Qu'est-ce que tu appelles tardivement? Qu'est-ce que tu appelles tardivement? Quand est-ce qu'il a fait cette déclaration de bonne foi là? D'intention de bonne foi. Quand est-ce qu'il a fait ça et quand est-ce que nous avons réagi? Et vous appelez tardivement. Mais est-ce que vous n'avez pas fait une erreur en accordant trop de confiance à la déclaration du président, sachant qu'on est quand même dans le domaine politique? Je vous ai dit ceci. Nous avons une moralité. Et notre moralité ne nous permet pas de remettre en cause une déclaration publique, à la limite solennelle du président de la République. Je vous ai dit ça. Ce n'est pas du tout une erreur. Nous ne pouvons pas remettre en cause. Simplement parce que si nous remettons en cause, j'ai dit au peuple, en prenant témoin le peuple et la communauté internationale, que veut leur trouver le parrainage. Est-ce qu'ils sont venus
Aujourd'hui, que vous preniez le dossier de Mme Madougou ou de Joël Aïvor, aucune pièce ne manque en dehors du parrainage qui dépend de lui. Même la caution a été payée. Vous avez essayé après de saisir le chef de l'État? Je vous ai dit que les lettres qu'on a déposées chez les deux parties là, par exploit d'huissier, il est ampliataire. On va faire quoi encore? On ne peut pas, à l'état où nous sommes là, avec ces gens-là, il ne faut plus vous contenter d'une discussion entre vous. C'est leur parole contre la tienne. Il faut laisser des écrits. C'est la preuve la plus parfaite. Président, vous avez dit tout à l'heure que même les cautions ont été payées par vos deux candidats. Pas nos deux candidats. Vous pouvez vérifier. Il y a cette question qui revient souvent. Alors, actuellement, vous êtes recalé, la caution, elle vous sera remboursée ou comment ça va se passer? Vous avez posé la question à Patrice Talon. Il n'est pas, le président de la Sénat. Nous n'attendons pas. Ce n'est pas lui qui paye. Ce n'est pas le président de la Sénat. Les cautions sont déposées au Trésor, dans les caisses de l'État. C'est lui qui est le patron de ces services-là. En dehors de ça, nous n'attendons pas un remboursement de caution. Nous voulons aller aux élections. C'est quand même 50 nous avons prouvé... Non, 50 millions et la nation, ça ne vaut rien. Mais vous, enfin, vous n'irez pas... D'abord, c'est la nation. Nous demandons une chose simple au président Talon. Laissez les citoyens choisir leurs dirigeants. Si vous battez, c'est bon, on va applaudir. Il y a deux opposants qui sont dans la course. Justement. Qu'est-ce que vous appelez opposants? Et quelle est la position, votre position? Qu'est-ce que vous appelez opposants? Il y a le duo Soumano et Paul Humpert. Il y a le sentiment que vous n'êtes pas dans le pays. Si vous osez appeler ces gens-là opposants, vous n'êtes pas dans le pays. Mais ils sont opposants officiellement à la FCBE. Encore plus le duo Agossa continue de tendre la main aux démocrates et aux opposants. Mais je vais vous dire ceci. Pourquoi, s'ils sont autant opposants là, pourquoi eux ils ont pu obtenir le parrainage et on a refusé de donner aux autres? Non, c'est pas c'est parce que ça leur présente un danger. Non, c'est parce qu'en tout temps, les autres ne voulaient pas du tout aller aux élections. Et la méthode de négociation n'a pas été... Ils se sont levés très tôt et puis ils ont fait la course. La méthode de négociation aussi n'a pas été... Je les défie de me montrer aujourd'hui la lettre que Korwe, le duo Korwe, ou le duo Djemba a envoyé aux deux parties. Je dis, je les défie. Mais au sein de la FCBE, nous avons utilisé la méthode la plus parfaite. Au moins au niveau de la FCBE, on a appris qu'il y a eu des courriers qui sont adressés aux deux parties. Ah, je m'en réjouis, même si c'est ça. Mais nous n'avons pas adressé des courriers. Des courriers transmis par un agent assermenté. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? On a fait tout ce qu'on doit faire. Le reste, c'est au président Patrice Talon de décider, et il a décidé. Et nous avons dit, c'est son droit de décider ainsi. Mais c'est notre droit aussi de lui demander de nous laisser nos droits accordés par la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme. Là aussi, vous savez qu'il y a une très très mince chance pour que le gouvernement respecte donc cette décision dont vous parlez tout le temps. Si c'est un gouvernement rebelle, il y aura une mince chance. Mais si c'est un gouvernement qui se respecte et respecte les autres, la chance ne sera pas mince. Alors, Président, quelle sera la position aujourd'hui? Vous ne participez pas. Qu'est-ce que vous aurez à dire à vos militants par rapport aux trois duos? Est-ce que c'est... La première chose, nous voulons aller de façon pacifique. Il n'est jamais tard de bien faire. Et la nuit porte toujours conseil. Le président Patrice Talon, à la lumière du gémissement du peuple et de tout ce qu'on peut dire, peut toujours réviser sa position. Mais au cas où ce serait comme ça, ce ne serait pas comme ça, notez que un président élu dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui ne sera jamais reconnu comme tel par l'opposition. Jamais. Donc les mêmes problèmes, nous allons les traiter des années. S'il veut qu'il y ait la paix dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est lui qui est le gardien de la paix. S'il veut que le Bénin ait une image à l'international, une bonne image, c'est à lui. Il n'est pas dit que quelqu'un la science infuse. Qu'un seul fils connaît tout au nom des autres.
un seul fils qui ne détient que 25% des voix. Il a été élu avec, vous l'avez dit tout à l'heure, près de, ou plus de 65% de la population. 65% dans quelles conditions? Si vous prenez son résultat au second tour, les voix qu'il a aujourd'hui, c'est malgré tout ce qu'il a là. C'est à peu près ces voix du premier tour. C'est ça sa valeur intrinsèque. Mais c'est le 11 avril qu'il va encore peser ce poids de 65%. Dans des conditions actuelles, quel que soit le poids qu'il va brandir, c'est fictif. S'il avait ce poids, c'est maintenant qu'il faut le faire voir en ouvrant la compétition. Ce n'est pas une élection au pacte qui fera qu'on va dire que tu as un poids. Quel poids? Je vous ai dit, à preuve que si c'est fait dans ces conditions-là, nous ne le reconnaîtrons jamais. Nous considérons qu'il est toujours minoritaire dans le peuple. Alors, président Antoine Guédou, non, en fait, je voulais faire une conclusion d'abord avant de venir à votre mot. Ce que nous avons maintenant, le mal que le Bénin a maintenant, c'est venu de deux choses. Vous avez le président Patrice Talon, sa caractéristique fondamentale, c'est que lorsqu'il vous demande la main, vous lui donnez la main, il réclame le bras, et après, il gangrène tout le corps. Voilà un monsieur qui était à la Sonapra, qui connaissait les ressources qui passent par là, et ça a commencé par lui trotter dans la tête, d'avoir aussi des choses. Il s'est battu pour prendre toutes les usines de la Sonapra, qui faisait du coton, mais son objectif était de prendre tout le coton à la Sonapra. Quand il a fini de prendre ça, avec l'aide... Mais il n'a pas arraché, ça a attendez. Quand il a fait la chose, vous savez, quand le président Yahya Boni était venu, lorsque il a vu que les conditions dans lesquelles le président Adjovi a eu des parts dans Move, que ces conditions sont un peu obscures à ses yeux, sa première chose, c'est qu'il a retiré toutes ces actions. Vous comprenez? Aujourd'hui, la trace est là, que le monsieur n'a pas investi un franc. Il n'a rien fait. Il arrivera un moment où quelqu'un va lui retirer ça. Il a su rentrer dans la peau des différents présidents successifs. Soglo, par le biais de ses fils, Yahya Boni, en apportant l'essentiel du financement de sa campagne, et puis Kérékou 2, Lazare Sekou-Eto'o et Amos Ogbelo interposé. Il a su faire ça. Mais il arrivera un moment où il ne pourra plus. Parce que s'il n'y avait pas eu ces choses-là, je suis sûr qu'on lui aurait demandé des comptes. Comment tu as eu ces choses-là? Et après avoir fait ça maintenant, avec Kérékou 2, j'étais dans le système. Ceux qui doivent faire des fiches, faisaient des fiches, poussaient la Banque mondiale à demander la privatisation de la filière coton. Et il a pris toute la filière coton. C'est comme ça qu'il a pris toute la filière coton. Et maintenant qu'il a pris la filière coton, la Sonapra, à laquelle il a pris les industries et la filière, ce qui l'intéresse maintenant, c'est les févriers qui lui restaient. Président, maintenant, c'est aux mains de la Sodeco. Il n'est pas là, je veux dire. Et deuxième chose, il a fini de prendre ça. Comme il a toujours envie de prendre plus, il a pu prendre le PVI. Là, ça lui a permis de voir clair dans les finances publiques. Et maintenant, il faut prendre toutes les finances. Et l'objectif de ce monsieur-là, en venant, c'est s'accaparer toutes les finances du pays. Ça, c'est vous qui le dites. Toute l'économie. Il n'est pas là. Je vous dis. On va pas. Je n'ai pas dit. C'est ce que je lis. Justement. Aujourd'hui, et s'il était là, vous êtes d'accord que... Oui. Non, il est là, il m'entend. Mais les preuves sont là aujourd'hui. Moi, je dis ce que je constate. Je ne l'accuse pas. Les preuves sont là aujourd'hui qu'il a en main les piliers importants de l'économie dans tous les secteurs, même dans le domaine économique. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que c'est BVI qui prend d'abord toutes les recettes de l'État et qui donne à l'État ce qu'il... Il n'est plus à la tête de ces entreprises. Écoutez, il n'est plus à la tête de ces entreprises. Qu'est-ce que vous racontez? Il s'est retiré de ces affaires. Quand on dit que Boko est à la tête de quelque chose, vous pensez que c'est différent?
Mais c'est pas la même Non, chose. bon, On va vous permettre de dire votre... écoutez. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez dire votre dernier mot. Nous en sommes là aujourd'hui. Et pour maintenir cette hégémonie, au départ, c'était le RAVIP. Vous savez, le RAVIP, c'est un système d'élection frauduleux. Et c'est pour empêcher l'opposition d'avoir la minorité de blocage. C'est parce que le président Olo a reporté l'application du RAVIP après 2021 que tous les problèmes ont commencé pour l'opposition. Il faut trouver un système, coûte que coûte, pour les vider et faire une constitution à sa taille. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et tenez-vous tranquille. Après 2021, il va faire semblant d'être démocrate parce que le RAVIP va commencer, la fraude est assurée et ça va continuer. Président, vous allez dire, vous venez de dire votre dernier mot, je dirais. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Antoine Guédou Wissé-Togbé, président du parti Grande Solidarité Républicaine, un parti membre du Front pour la restauration de la démocratie. Avec lui, il a été question de l'actualité concernant la présidentielle 2021. Nous avons également parlé de l'arrestation de Rekia Madougou. Merci d'avoir été là et à dimanche prochain. Avant de partir, je voudrais dire toute ma solidarité à la brave Rekia Madougou. Je vous remercie.